Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce débat du dimanche autour de la table pour décrypter, commenter, analyser l'actualité de la semaine. Ahmed El Khoury, directeur de publication du journal Al-Noura de Tombouctou, Omar Sangaré, juriste, et Alexis Kalambiri, directeur de la publication du journal Les Échos. Monsieur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Premier sujet de ce débat, les débuts ce samedi à Ouagadougou, Burkina Faso, de pourparlers entre autorités maliennes et groupes armés du Nord. Je vous propose à présent d'écouter tour à tour les déclarations des différentes parties. D'abord, la déclaration du président Blaise Compaoré, médiateur de la CEDEAO dans la crise. Ensuite, celle du chef de la délégation malienne ainsi que le porte-parole de groupes armés. Ce dialogue s'impose pour deux raisons majeures. Premièrement, l'impérieuse nécessité de tenir l'élection présidentielle dont la date est fixée au 28 juillet 2013. Cette élection qui marquera la fin de la période de transition consacrera la mise en place d'un pouvoir démocratique et légitime à même d'engager l'État malien dans la recherche de solutions durables de paix. Il s'avère donc indispensable de créer les conditions propices à la tenue de cette importante consultation électorale qui déterminera l'avenir politique et institutionnel du Mali. Deuxièmement, il est également urgent de consolider l'unité nationale et la cohésion sociale mise à rude épreuve par la crise afin que le nord du Mali ne soit plus le sanctuaire des groupes extrémistes à vocation transfrontalière. La réussite des pourparlers favorisera le retour des personnes déplacées et des réfugiés. Elle constituera le socle d'un processus de stabilité et de paix pour le Mali et l'ensemble de la région ouest africaine. Et ces discussions, nous les souhaitons inclusives, s'adressant à l'ensemble des groupes armés du nord du Mali, dans un esprit de paix, de stabilité, mais de fraternité. Monsieur le Président, l'intégrité du territoire national, l'unité nationale du Mali, la forme laïque et républicaine de l'État ont été les balises posées ici même à Ouagadougou le 4 décembre de l'année dernière, sous votre présidence et sous votre égide. Nous voulons redire aujourd'hui que nous restons fermement attachés à l'observation stricte de ces principes par l'ensemble de nos compatriotes qui, à un moment donné, ont cru devoir prendre les armes contre le pays. Monsieur le Président, le moment est venu pour les groupes armés du nord du Mali de se conformer aux résolutions de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. En particulier, la dernière résolution du 25 avril 2013, la 2100, qui dit expressément que les groupes armés du nord du Mali doivent déposer les armes et s'inscrire dans une dynamique politique et pacifique de recherche de la paix. Le moment est venu et il est urgent, chers compatriotes, qu'ensemble nous prenions le chemin de l'avenir, le chemin de la paix, le chemin de la stabilité. Et pour ce faire, il est important que tous déposent les armes, que tous s'engagent dans une discussion sereine pour que nous allions de l'avant, que l'administration et les forces de défense de sécurité soient déployées dans tout le nord du Mali, j'allais dire redéployées dans tout le nord du Mali. Cette rencontre suscite sans nul doute un grand espoir chez les populations de la zone en général, celles déplacées et réfugiées en particulier, qui cherchent à vivre dignement sur leur terre d'origine. D'autre part, nous mesurons l'importance des enjeux et des défis qui nous attendent. Enfin, nous souhaitons que cette rencontre soit le début d'un règlement définitif de cette crise qui perdure depuis un demi-siècle. Nous exhortons alors toute la communauté internationale à s'investir auprès du médiateur pour une issue pacifique et rapide de cette crise afin de mettre fin aux souffrances des peuples maliens et azawadiens. Alexis Kalambiri, on a vu
Au-delà du discours du président du Faso, la partie gouvernementale malienne et celle des groupes armés, tout le monde est d'accord pour aller de l'avant. Peut-on s'attendre cette fois-ci à une paix durable, à des négociations, à des accords durables? Bon, en fait, ce n'est pas des négociations en tant que telles qui commencent. C'est-à-dire, les négociations de Ouaga ont pour but de permettre les élections. Je pense que les négociations proprement dites commenceront après ces élections avec un gouvernement régulièrement élu. Mais au-delà des mots, et on l'a vu, à la limite, on peut prendre les trois acteurs un à un. Tchéblin Dramé, à la limite, n'était pas dans un texte. C'est-à-dire, on l'a vu vraiment sortir des mots avec conviction, avec foi, et on sent la maîtrise du dossier, on sent sa connaissance du sujet et son implication réelle. Le Djeri Maïga, c'est vrai que ces gens ont souvent été dans la duplicité, mais on n'a aucune raison de ne pas croire cette fois, surtout que à la limite, tout ce à quoi ils s'adossaient avant ne sont plus là. Donc on pense que logiquement, cette fois-ci, on pourrait au moins avoir un début de solution. Omar Sangaré. Bon, moi, je pense que le débat de Ouaga s'engage sur une fausse note déjà. Parce que moi, je me dis, il y a d'abord fausseté par rapport au parallélisme de forme. Il y a un vice de forme, d'autant plus que le MNLA se met en face des autorités maliennes et essaie de jouer d'égal à égal, c'est-à-dire un État azawadien face à l'État malien. Donc moi, à mon avis, dans le subconscient des Maliens, cette perception est loin au moins d'emporter l'adhésion collective, dans la mesure où, jusqu'à preuve de contraire, nous continuons à considérer le MNLA, voire ses représentants, comme des assassins, des cruels, et qui ont causé des exterminations abominables aux populations, et lesquelles populations d'ailleurs ne se reconnaissent pas dans la ligne politique ni dans la ligne de défense d'une république azawadienne. Étant donné que le MNLA n'est même pas représentatif d'une frange importante de la communauté touareg, ils n'ont procédé par aucune consultation populaire de quelque nature que ce soit par voie parlementaire ou référendaire. Je pense qu'ils continuent jusque-là à faire preuve de ce que moi j'appelle une usurpation des titres, parce qu'ils ne représentent rien. Depuis les périodes médiévales, ces mêmes communautés touareg, majoritairement constituées de Bela, se sont identifiées, n'est-ce pas, à l'état naturel et à une certaine centralité du pouvoir. Par voie républicaine, nous sommes unis et indivisibles, et moi, jusque-là, je demeure dans cette logique-là. Voilà. Ahmed El Khoury. Franchement, bon, je crois que je ne vais pas aller dans son sillage quand même, maître. C'est-à-dire que les accords de Ouaga sont d'abord, comme tu as posé la question comme ça, sont des accords intérimaires. Intérimaires, un préalable de pouvoir asseoir une certaine paix, une stabilité qui puisse permettre d'aller aux élections sur l'ensemble du territoire national, le 28 à la date indiquée, discuter avec tous les mouvements armés, au départ dans notre imagination, et comme tout le monde d'ailleurs, c'était dans notre vision, c'était seulement le MNLA, et soit dit en passant, peut-être le HCUA, c'est-à-dire seulement Kidal. Et le négociateur délégué malien, en l'occurrence Tchéblin Dramé, lui, est arrivé en pompe à Ouaga avec aussi bien les sédentaires, c'est-à-dire le Gandakoy, Gandaizo et autres, qu'une autre délégation du mouvement arabe de l'Azawad qui se fait entendre également et qui a des armes. Effectivement, tous ces mouvements sont des mouvements du Nord Mali, tous ces mouvements sont des mouvements armés, mais le Gandakoy n'a aucune revendication territoriale, même pas autonomiste, encore moins, ou un peu plus en tout cas, une différence près, le MAA, le mouvement arabe de l'Azawad, qui lui a des revendications quelque peu autonomistes, ou en tout cas d'une décentralisation poussée qui puisse leur permettre eux aussi d'avoir leur mot à dire dans le partage du développement de l'ensemble du territoire malien. On ne va pas verser jusqu'où pour justifier leurs revendications quoi que ce soit, mais Tchéblin a voulu que ce soit un débat inclusif à Ouaga,
devant l'opinion internationale et les partenaires en vue de pouvoir asseoir déjà les bases, les fondements d'une paix durable après les élections qui seraient négociées, qui seraient donc en ce moment à négocier. Voilà pourquoi est-ce que, dans mon entendement, je pense que oui, nous ne sommes pas, la question, comme tu l'as posée, on ne va pas vers déjà une paix durable, mais nous allons déjà vers une fin des hostilités. Et d'après tout ce qu'on a pu avoir comme recoupement, déclaration par-ci par-là, on est arrivé quand même à comprendre que aussi bien Jerry Mega, comme il l'a dit tout à l'heure, du MNLA, que du MAA, les différentes déclarations cheminent toutes vers il est temps de poser quand même, de verser assez de sang et de se tirer dessus, allons-y vers des accords. Keble, il n'a même pas caché, il a lu les articles, les résolutions 2100 des Nations Unies sont très claires. Déposer les armes, vaille que vaille. Et là, le MNLA n'a pas le choix, il est obligé de négocier. D'ailleurs, même le président, de façon à Blaise Compaoré, a aussi appelé en fait, si vous avez, tout le monde a visé effectivement les accords internationaux, notamment la résolution 2100, 2100, mais ce qu'il faut ajouter, c'est que je pense que c'était bien d'associer les autres, surtout le mouvement arabe, parce que bon, c'est vrai qu'ils n'ont jamais été constants sur leur position, mais quand même, ils ont des armes, ils ont... Constant, je ne comprends pas. Constant. Je sais que tu es arabe, mais... Non, ce n'est pas l'arabe qui parle sur le Malien. Ils n'ont jamais été constants parce que, premièrement, on les a vus appeler à la paix. Deuxièmement, on les a vus quand il s'est agi de négocier avec la rébellion Touareg, dire nous aussi on a fait des coups de feu, nous aussi on a attaqué des villes. Et troisièmement, bon, on les a vus au moment où on pensait que tout rentre dans l'ordre, on les a vus faire des exactions, beaucoup de banditisme d'ailleurs, donc, sont comptables. Donc ça veut dire que tu es d'accord avec moi que c'est assez difficile de les lire. Mais Sangaré, tout à l'heure, vous disiez qu'il ne fallait pas négocier, à s'asseoir sur la même table de négociation avec le groupe armé, notamment les MNLA. Mais dans ce cadre de cette configuration de conflit-là, ils sont quand même des acteurs qui doivent être pris en compte dans ces négociations. J'ai l'impression que vous n'avez pas suffisamment su tirer les enseignements utiles de mon intervention. Je n'ai pas dit de ne pas négocier avec le MNLA, mais de ne pas négocier le MNLA dans la posture où il s'est présenté. Par exemple, armé jusqu'aux cheveux, disposant encore d'une portion, même si ce n'est pas important, du territoire, et encore il se présente là-bas avec une forte délégation. Or tout le monde sait en réalité que la plupart de ceux qui les représentent là-bas sont sous mandat, n'est-ce pas, de la part des autorités maliennes, et aussi ils ont été jusqu'à dire effectivement que la négociation se fait entre l'État malien et la République de l'Azawad. Donc, dans ce contexte-là, moi je ne peux pas comprendre que, étant donné que... c'est ce qu'ils ont dit. À chaque fois, ils sont en train de pousser le concept d'État azawadien. Moi, je ne comprends pas. Jusqu'au stade actuel, je ne suis pas dans au moins l'ordre de pensée qui consiste à faire valoir la portion du territoire kidalois dont ils ont entre les mains comme une république ou comme un territoire. Alexis, allez-y. Le mandat actuel est très clair. Il s'agit de négocier avec des gens qui ont des armes, de sorte que, avec pour finalité de pouvoir faire des élections. Donc, qui que ce soit. Et il est entendu pour tout le monde qu'il y aura de vraies négociations et que ces négociations, enfin pour le peuple malien, il n'y aura pas d'impunité. On n'en est pas là. Ouaga consiste à faire en sorte que ceux qui ont des armes acceptent de les déposer. Les conditions sont à négocier, à voir ensemble, mais on n'est pas encore dans les négociations proprement dites pour... disons s'inquiéter des contours et tout, parce que tout le monde est d'accord, pas d'impunité, pas de statut quo ante, donc c'est clair. Pour le moment, il s'agit de pouvoir aller aux élections. Voilà. Rapidement, c'est que Tangara nous attend au bout de l'île. Je ne pense pas, 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 je ne pense pas
que le MNLA puisse se faire valoir assis sur une table face à face avec le gouvernement malien aujourd'hui à Ouaga et réclamer se opposer d'égal à égal. Le cas échéant, il n'aurait pas accepté qu'il y ait des élections dans son territoire qu'il réclame. Il y a des élections présidentielles avec un gouverneur, le drapeau malien, la sécurité malienne, sur le territoire que lui, il revendique. Dans ce conditions, il n'est plus un État. Il n'ose pas pouvoir se valoir de porter cette veste. Non. Mais, étant donné que pour des élections, il faille que l'administration puisse se mouvoir, organiser les élections librement, dans un climat apaisé, de transparence et de crédibilité, surtout de sécurité des populations qui iront voter, ou même des agents de recensement. Il faudrait qu'on soit en paix avec soi-même pour qu'on puisse faire ce travail-là. Il faille qu'on dépose les armes pour qu'on aille à ceci. Après les élections, les choses vont se remettre en ordre et l'État malien est déjà présent sur son territoire. Vous avez des revendications, allons-y, on va s'en parler. Et c'est pourquoi le MNLA exige, ou d'ailleurs même le Mali et tout le monde, exige que ce soit sous la coupole des Nations Unies. Et c'est d'ailleurs pourquoi la raison d'être de la résolution 2100, parce que là, c'est infaillible, c'est incontestable qu'ils veuillent ou pas, il y aura des élections à Kidal. À Kidal, avec la présence de l'armée et de l'administration. Maintenant, ils n'ont qu'à essayer de tirer des coups de feu, on verra bien où est-ce que ça va aller. Qui de qui? Ils seront aussi bien au même titre que dans la même position qu'un Abouzé ou Bel Mokhtar. C'est des terroristes, il faut les éliminer. Bon, maintenant, Omar Sangara, on revient à vous tout à l'heure parce que Sekou Tangara, notre envoyé spécial à Ouagadougou, nous attend au bout de l'île. Sekou Tangara, bonsoir. Vous êtes notre envoyé spécial à Ouagadougou. Au-delà de ces discours qu'on vient d'entendre, est-ce qu'il y a-t-il d'autres informations concernant les partis engagés dans les négociations à Ouaga? Oui, tout à fait, Kolchian Garsou. L'après-midi de ce samedi a été mise à profit par le médiateur pour écouter les représentants d'autres communautés vivant dans le nord du Mali. À l'instant même, Blaise Compaoré vient de boucler cette série avec le MAAA. Le MAA, c'est le mouvement arabe de l'Azawad qui fonde beaucoup d'espoir sur ces pourparlers. Le MAA est favorable, selon son porte-parole Maître Bédi, il est favorable, le MAA, à la tenue de la présidentielle du 28 juillet sur l'ensemble du territoire malien, et espère que tous les fils du Mali, aussi bien du nord que du sud, se donneront la main pour le développement du pays. Auparavant, Kolchia, le médiateur, avait reçu les représentants des sédentaires du nord, en l'occurrence les mouvements d'autodéfense Ganda Koyi et Ganda Iso. Maître Touré, le porte-parole, s'est réjoui de l'implication des communautés sédentaires dans ces pourparlers, une implication qui, espère-t-il, va équilibrer les donnes et rendre objectives certaines perceptions sur le nord du Mali, Paul Changarsou. Voilà, Omar Sangaré, Sekou Tangara, on vient de l'entendre tout à l'heure, le président du FASO, Blaise Compaoré, même s'il n'a pas associé directement les différentes communautés, il les a reçus, il les a écoutés. Bon, bien sûr, cela va de soi, parce que dans le principe d'une négociation, par rapport à un conflit, ça ne peut être que comme ça. Donc, d'abord, tu balises le terrain, ensuite, tu essaies de mettre les protagonistes face à face. Maintenant, ce qu'il y a lieu de souligner ici, moi, je vais vous dire, et je ne cesserai de le dire, aujourd'hui, j'ai peur qu'à l'issue de ces négociations, du moins, comme le doyen dit, qu'à l'issue, n'est-ce pas, de cette consultation préliminaire, que ça ne soit assorti un peu ce qu'on appelle des décisions bancales, comme on a tendance à voir auparavant, on a tendance à le voir, c'est-à-dire avec des super citoyens à qui on accorde toutes sortes de droits exorbitants. Moi, dans le principe fondamental posé par les droits et auquel j'adhère volontiers, c'est que ma vision va dans le sens que c'est un postulat inchangeable, tous les fils du Mali naissent égaux, n'est-ce pas, libres et égaux en droit et en devoir. Il n'y a pas de super citoyen, il n'y a pas de traitement préférentiel. Si le Mali veut s'intégrer, comme Tcheblin a dit, dans une dynamique politique et pacifique, voilà, la voie est trouvée. Mais l'essentiel pour pouvoir orienter les différentes approches par rapport à l'atteinte des objectifs globaux que s'est assigné à la fois les autorités du Mali et la communauté internationale, et je me dis, même si Blaise n'en fait pas partie, c'est de permettre aux différents belligérants
en face, de pouvoir trouver les points d'accord, mais qui vont dans le sens du respect strict de l'unicité républicaine. Voilà tout ce à quoi je m'en tiens, parce que c'est indiscutable. On a entendu le président du FASO, Blaise Compaoré, a réitéré cette conviction-là. Il faut que les élections se tiennent sur l'étendue de l'ensemble du territoire malien, y compris à Kidal. Encore une fois, quand viendront l'heure des négociations, se poseront ces questions vraiment incontournables, à savoir le statut. Il y a beaucoup autour de la table qui ont sur leur dos des mandats lancés par le Mali. Mais encore une fois, on n'en est pas là. Il s'agit de pouvoir organiser les élections. Mais ce qu'on a vu, les mouvements d'autodéfense, les Ganda Koy et Ganda Izo, qui sont considérés à tort d'être pro-gouvernementaux, ne le sont pas, n'ont jamais été bien vus par l'autorité centrale. Mais parce que c'est les premières victimes en réalité. Étant sédentaires, ils ont toujours subi le diktat des minorités, le diktat de ceux qui prennent des armes. Et je trouve logique qu'ils aient leur mot à dire. Je trouve légitime qu'ils cherchent à se défendre quand il n'y a personne pour le faire. Mais pourquoi on ne les a pas associés aux discussions de le départ et c'est maintenant qu'on sans justifier, je comprends en ce sens que il n'empêche pas des élections. On est actuellement à l'étape de pouvoir organiser des élections. Ils ne sont pas contre des élections. Mais il est important qu'ils soient là parce que c'est les premières victimes et ils ont toujours cherché à se défendre. Si vous avez vu, on a vu des descentes de l'armée à Bamako ici pour les faire déguerpir. Donc je ne comprends pas cette communication souterraine actuelle qui vise à les faire passer pour des pro-gouvernementaux. Comment Sangaron vient, vous avez la parole à Abdelkouri. Il faut comprendre une chose, c'est que Tchéblé Dramé, dès au départ, après sa nomination, son premier calcul, c'est qu'il a un format. Le format gouvernemental, c'est la négociation auprès du médiateur avec l'ensemble des mouvements armés du Nord. Soit-il MAA, soit-il Gandakoy. C'est une certaine presse ou certains milieux internationaux qui ne parlent en fait que du MNLA, ou les rues de Bamako qui ne parlent en fait que du MNLA, et ça s'arrête là. Même le Haut Conseil qui est rentré tout dernièrement, bon ok, ils sont venus avec 35 membres, ils sont assis dans les hôtels, ils attendent les négociations. Et si vous avez vu, c'est que le MAA est arrivé très tardivement hier, vers 14h passé. Les mouvements du Gandakoy sont arrivés à 10 avec le même négociateur, avec la délégation malienne à Ouaga, mais ils n'ont pas participé, ils n'ont pas été accueillis, même pas acceptés dans la salle pendant la cérémonie de lancement des négociations, la cérémonie inaugurale. Mais en soi, cela ne frustre rien parce que je comprends bien Blaise quand il les a pas reçus dans la salle, il les a pas acceptés dans la salle, ce n'était pas pour plaire au mouvement Gandako, au MNLA ou à qui que ce soit, parce qu'il avait au préalable reçu tous les partenaires au développement. Il a reçu la France, il a reçu l'Union européenne, il a reçu les Nations Unies, mais il voulait tout simplement, c'est-à-dire que premièrement le format c'est inclusif, tous les mouvements armés du Nord, mais lui, dans sa tête, c'est Kidal qui est le nœud gardien de toute cette affaire. Pouvoir rentrer à Kidal avec armes et bagages, armement et administration, drapeau malien, faire des élections crédibles. Parce que quelque part, personne n'a jamais dit du MAA qu'à Agouni, il n'y aura pas d'élection. Et personne n'a jamais dit qu'à Douétié ou à Gao, il n'y aura pas d'élection. Voilà pourquoi est-ce que le MAA et le Gandaiso sont devenus, comme tu le dis, pro-républicains, et on ne visait que Kidal. Oui, mais en fait, tous sont des mouvements et tous sont encore une fois, c'est pas des supplétifs du gouvernement. Et de l'autre côté, c'est qu'il faut comprendre par là un peu de schéma des négociations. Si vous avez vu, Tchéblé, quand il a été nommé, a commencé
une tournée dans les pays du champ, Niger, Mauritanie, ainsi de suite, certainement pour faire passer son idée. Et ça a l'avantage que si il y avait des soutiens de ce côté, ça peut déconnecter. Et je pense que ça a marché parce que on a senti la rapidité dans l'évolution du côté des MNLA. Ils ne représentaient rien sur le terrain, on l'a toujours dit, mais ils avaient des soutiens, ils avaient des tribunes. Dans la suite déplorable des actions qui sont menées au quotidien dans cette partie du Mali, à savoir Kidal, je me dis que les autorités, comme l'a souligné mon père, vous savez, les autorités ont de tout temps, ils se sont fait caractériser par une certaine indifférence coupable et complice. Par exemple, tout le monde savait le traitement inégal et déséquilibré qui se faisait entre ces gens-là et leurs esclaves, et l'autorité étant au courant n'a jamais agi ni par une loi, ni à travers une quelconque consultation de la communauté dans son ensemble. Voilà autant de pratiques qui ont corroboré ou du moins réconforté ces gens-là dans leur prise de position par rapport à un certain ascendant hégémonique. Tel n'est pas réel. Maintenant, dans la dissolution des ensembles qui sont éparpillés ça et là, moi je me dis, la rationalité intellectuelle aurait dû au moins nous inculquer l'idée que si Tchablé est dans le cadre d'un discours inclusif, le MNLA n'est pas dans une pratique inclusive. Pas plus tard que le dimanche dernier, ils ont encore refoulé vers Gao des populations à peau noire. Et pourquoi ils l'ont fait? Parce que seulement ils se matérialisent au quotidien, ou du moins leur acte s'identifie à une sorte de course effrénée à la racialité, à une sorte d'exclusion, et si on ne fait pas attention, c'est une sorte de mise en place dans le Sahara des pratiques de l'apartheid, ou du moins des pratiques d'exclusion, qui ne sont pas au moins relativement l'heure est maintenant aux négociations pour juste tenir des élections, et le reste, le gouvernement légitime qui sera élu va en parler. Il y a 3 semaines déjà que les négociations sont ouvertes à Ouaga. Mais ça n'a pas empêché, ça n'a pas empêché à notre armée d'aller en plein, bien sûr, en plein, à la veille même des négociations. Nous, on a pris un appui. Et si ce n'était pas d'autres interventions, peut-être que l'armée malienne serait déjà à Kidal aujourd'hui. Bien sûr. Aujourd'hui, Kidal est bouclé, cerné. Pourtant, on est en pleine négociation. En cela que, et le président Gangoudou a déclaré, tout le monde avait pris des soucis pour dire attention, ça y est, c'est fini, il n'y aura plus de négociations, voilà, les militaires sont partis. Non, ça n'a rien à voir avec. Donc, les œuvres, les exactions du MNLA continuent jusqu'au moment où je t'en parle, et ça c'est certain. Ils continuent. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Anapif? Ils ont sorti les populations de force. Pour leur dire, il y a le bombardement, vous avez entendu, ces gens-là, s'ils viennent, ils vont vous égorger. Et les populations sont sorties de peur d'être égorgées, non pas des coups de feu, des affrontements, des accrochages, avoir une balle perdue. Non. Ils leur ont mis dans la tête que, attention, si les militaires rentrent, nous on est en train de partir, sortez rapidement parce que si l'armée malienne rentre, il va vous égorger. Et Didier Dako, au téléphone par l'ORTM de Bobby, a bel et bien dit, il lui dit, mais, mon colonel, comment la population vous a écrit? Il dit quelle population, mais c'est vide. On ne s'est pas posé la question pourquoi est-ce qu'Anapif est vide. Même s'il y a 20 personnes qui habitent ce petit village, il aurait pu quand même rencontrer quelques personnes. Les MNLA continuent ses escroqueries et tout ça. Mais à nous maintenant de savoir te contenir le coup. Non, les négociations ne feront pas l'économie de cette querelle de force sur le terrain, comme n'ont pas fait l'économie des exactions, c'est-à-dire que, et des propos va-t-en-guerre, il y en aura toujours, mais la réalité sortira, la fumée blanche sortira de la cheminée de la salle de négociation. Voilà, toujours en parlant de Kidal, le 5 juin dernier, le président français François Hollande recevait à Paris, au siège de l'UNESCO, le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, pour récompenser justement ses efforts dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et plus particulièrement au Mali. Et là encore, dans son discours, Hollande a été on ne peut plus clair. Les groupes armés doivent être désarmés dans le nord du Mali et l'élection présidentielle du 28 juillet aura bel et bien lieu sur toute l'étendue du territoire. Je vous propose de l'écouter. Quand je dis à la date prévue, ça veut dire dans tout le Mali, dans toutes les villes du Mali. Et donc à Kidal, comme partout au Mali. Et le processus qui est en cours doit permettre d'accompagner l'administration civile malienne à Kidal, comme dans tout le nord du Mali,
Et aucun groupe armé ne peut rester armé au Mali. Alexis Calembri, on voit que le président François Hollande tient la barre, qu'il est inflexible sur la question de Kidal. Alors, au-delà des négociations qui se passent à Ouagadougou, quel autre rôle peut jouer la France pour amener le MNLA à être désarmé complètement? Oui, non, je crois qu'il a été suffisamment clair sur la question. Et alors, c'est que il faut retenir la leçon, c'est que la leçon sous-jacente, ça veut dire que la France ne sera pas un obstacle pour le Mali à la reconquête de l'intégralité de son territoire. Le souci de la France est le respect des droits de l'homme et le dialogue nécessaire et indispensable entre les communautés. Voici, à la limite, le seul préalable que les Français posent certainement. C'est-à-dire, ils l'ont toujours dit, il faut dialoguer. Et même quand on vainc un adversaire, on finit par parler avec lui. Donc, je pense que le dialogue est la seule condition que la France pose. C'est vrai, n'a jamais été peut-être assez clair pendant longtemps, mais aujourd'hui, on a toutes les cartes en main. Et on a senti chez l'armée qui allait en EFIS la détermination. Et on a vu la maîtrise avec laquelle... Non, je pense qu'il y a un nouveau processus en marche. Je pense que le MNLA a compris, fait un barreau d'honneur à Ouaga, mais c'est qu'il n'y a pas d'autre solution que d'abdiquer. Que de se soumettre. Omar Sangari. Et je dirais que Hollande, il est sur une position beaucoup plus mesurée et intelligente. Par exemple, suite au désastre rwandais de 1994, aucun président français ne peut se payer le luxe d'accepter un affrontement entre communautés. Fut-il, comment dirais-je, le MNLA et le Mali, ça aurait non seulement des retombées négatives sur son parcours politique, mais aussi ça va davantage émailler le principe qui consiste à faire la France un peu la sommité de défense des valeurs démocratiques et individuelles. Mais aujourd'hui, ce qu'il convient de poser comme préalable, c'est que Hollande s'est beaucoup fait illustrer, non seulement par la rapidité de son intervention aux côtés du Mali pour éradiquer le mal qui nous menaçait, mais il est aussi parvenu à travers un peu la brillance et l'excellence de son armée, à rétablir un semblant d'espoir, ou pas même un semblant, un réel espoir dans l'esprit de tout un Malien. Et la cause aujourd'hui qui fait qu'il a réussi le mercredi dernier, n'est-ce pas, la consécration la plus ultime pour son implication dans la gestion du conflit sahélien, c'est qu'effectivement, Hollande, en réalité, a fait preuve de beaucoup d'imagination et d'intelligence. Il s'est beaucoup inscrit dans la dynamique de défense de l'intégrité d'un pays qui était menacé dans son existence, mais aussi dans son identité. Et s'il parvenait aujourd'hui à gagner, fut-il un peu désastré pour sa popularité, ça va même le booster par rapport à la carrure personnelle. Parce qu'il s'est d'abord présenté comme un bon chef de guerre, il s'est présenté comme un brillant défenseur des valeurs démocratiques, et qui plus est marqué aujourd'hui par sa présence et détermine aussi son poids, n'est-ce pas, dans la balance des négociations, parce que s'il ne s'impliquait pas, beaucoup de choses ont été décantées aujourd'hui, on n'en serait pas là jusque-là. Donc bravo encore Hollande, et je vois que le prix, il est le bienvenu. Merci, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Ahmed El Khoury, en cas de refus, par exemple, de MNLA désarmé, peut-on s'attendre à une intervention française encore à Kidal aux côtés des forces armées maliennes? Absolument. Ce n'est même pas s'attendre, on est même certain que si le MNLA refusait catégoriquement la rentrée pacifique de l'armée et de l'administration à Kidal, eh bien, d'abord, je crois que je préfère carrément rejeter cette éventualité parce qu'elle est quasiment nulle. Aucune chance n'existe, même pas à 1% près sur 1000, que le MNLA puisse rejeter l'entrée de l'administration. Mais au cas où, mais l'application de la résolution 2100, je reviens encore, et de tout ce qui a été négocié, tout ce qui a été recommandé, aussi bien de la MISMA, au niveau de la CEDEAO, de l'Union européenne, parce que l'Union européenne s'est réunie il n'y a pas longtemps. Ils ont dit qu'il faudrait que les élections se déroulent sur l'ensemble du territoire malien, y compris Kidal. Ils n'ont pas dit l'ensemble du territoire, y compris Kidal, et c'est absolument fait, et c'est écrit au rouge, et ce n'est pas exprès. Lui, il revient pour renchérir cela,
Parce que moi, au départ, nous étions, nous autres Maliens, tous vraiment malades du fait que le Mali est là, il n'y a que Kidal. Et les forces françaises sont basées et on nous refuse de rentrer. Nous étions malades de cela. Mais en fait, si nous rentrions aujourd'hui par la force, combien de vies humaines seraient perdues? Et quel est le degré, qui peut mesurer le degré d'insécurité que vivront les populations, l'armée, l'administration, tout le monde pendant ce temps dans une ville confinée où on ne sait pas. Tout dernièrement, il y a un sniper qui a tiré sur les Français à la base. Il sort d'où? Jusqu'à présent, on ne l'a pas pris. Il sort d'où? Qui est-il? Islamiste? Kidalien? Malien? Français? N'importe qui, un fou. En tout cas, c'est un sniper et il a tiré sur un Français qui est blessé. Donc, il faudrait rejeter tout. Il faudrait d'abord mettre tout ceci de côté pour être certain de rentrer. Mais, pour revenir, l'armée française va rentrer aux côtés, côte à côte avec l'armée malienne et pacifiquement à Kidal. Quitte à ce que maintenant la procédure soit, comme on y pense éventuellement, un cantonnement de MNLA, dépôt des armes, cantonné, surveillé, et la MINUSMA serait là pour surveiller tout ceci. Et les choses vont rentrer dans l'ordre pour un déroulement normal des pré-accords qui seront signés avec les différentes... parce qu'il y a 4 points qui ont été donnés par le médiateur de la CEDEAO, à savoir le redéploiement, le dépôt des hostilités, la cessation des hostilités. Voilà, les hostilités. Aussi bien qu'une commission de suivi et d'évaluation du processus. Et donner maintenant toutes les garanties possibles et imaginables pour, n'est-ce pas, une assurance que les autorités vont renégocier maintenant sur des vraies bases. Pour donner quel statut il faut. Rapidement, Alexis, c'est-à-dire que tant qu'on peut faire l'économie d'un conflit et de vie, ça ne coûte rien de le tenter. Il faut donner une chance à la négociation. Sinon, encore une fois, Anefis a prouvé que l'armée a retrouvé son moral et que nous avons les moyens de faire autrement. Mais encore une fois, donner à la paix et à la négociation toute sa chance. Voilà, deuxième sujet de ce débat. Les juges de la Cour pénale internationale ont besoin d'informations ou d'éléments de preuve supplémentaires de la part du procureur avant de décider de mener un éventuel procès contre Laurent Gbagbo. Ils ont donc décidé, ajourner la décision de confirmer ou non les charges de crimes contre l'humanité qui pèsent sur l'ancien président ivoirien. Le procureur devrait ainsi remettre un document de charges complété avant le 15 novembre 2013, tandis que la défense aura, elle, jusqu'au 16 décembre 2013 pour réagir et présenter les éléments de preuve à charge supplémentaires. Oumar Sangaré, est-ce que cette demande des juges de la chambre préliminaire de la CEP de la Cour pénale internationale, c'est un revers pour Fatou Bensouda? Mais bien sûr que c'est un revers sérieux. C'est même un revers cinglant. Que de voir un peu quelqu'un qui était dans la posture de faiblesse essaye aujourd'hui de reprendre du poil de la bête. Un Laurent Gbagbo qui était un peu aux abois, mais aujourd'hui il essaie de surfer un peu sur la vague. Maintenant, tout ce que la communauté, la Cour pénale internationale est en train de faire dans ces procès, ce n'est qu'un peu la traduction, effectivement, d'un comportement beaucoup plus, comme on dit, je ne parle pas de désagrément, d'un comportement un peu inégal, ou du moins un peu injuste de la part de Gbagbo, mais qui plus est, a aussi eu son répondant dans le comportement du gagnant, dont Alassane s'est montré, en envoyant Gbagbo à la Cour pénale internationale, sans pour autant clarifier le rôle qu'a joué les différents acteurs ivoiriens, c'est aussi confirmer les gens dans la position qui consiste à dire qu'effectivement le cas de Gbagbo est un cas révélateur de la justice des vainqueurs. Donc si on va sur ces postulats-là, la justice ne peut que se rectifier, se corriger en essayant de tenir un procès équitable dans les règles de l'art, comme ça devrait se faire dans le subconscient collectif. Voilà ma pensée par rapport à ça. Alexis Kalambri, est-ce que l'enquête pour l'inculpation de Gbagbo, l'enquête a été bouclée quand les juges demandent des preuves supplémentaires? C'est triste. Ça montre toute la précipitation et à la limite l'acharnement, parce que rien ne pressait. Il s'agissait de monter un dossier convaincant. Et ce n'est pas la première fois. Donc, encore une fois, très souvent, c'est une justice des vainqueurs qui se joue à la haie. Et
on l'a décrié ici, on l'a dénoncé ici, mais encore une fois, voici notre preuve que Laurent Gbagbo n'est pas exempt de reproches dans sa gestion. Alors, rien ne pressait, à partir du moment où on l'avait arrêté, de monter les preuves et de se convaincre, si tel était le cas, voilà, qu'il fallait l'envoyer comme on traîne avec les autres. Mais je pense que sa présence gênait, il avait encore un certain poids dans le pays et voilà, la justice des vainqueurs s'est appliquée. Mais plus jamais, alors qu'on fasse les preuves ou pas, je pense que ça reste une tâche dans le dossier de la Côte d'Ivoire. Ça reste une tâche que la Côte d'Ivoire apporte les preuves ou le Fatou Bensouda apporte les preuves ou pas. Ça reste une tâche et c'est pas crédible. Est-ce que les partisans, dans ce cas, les partisans de Laurent Gbagbo, Ahmed El Khoury, vont demander finalement sa libération préconditionnelle? Mais ils sont déjà en train d'essayer de le faire. Seulement, moi, c'est pourquoi j'ai dit que, c'est-à-dire que sur ce dossier, personnellement, j'ai cru tout de suite, je suis sorti, je me suis dit, les allégations, ou les accusations, excusez-moi, de l'Union africaine à Addis Abeba sur la CPI sont en train de porter le fruit, parce que ça remet en question tout un processus qui a été au niveau de la CPI et ils veulent se racheter ou en tout cas avoir un tout petit peu plus de sérieux dans ce qu'ils font. Voilà, c'est un peu d'abord ça. Quant au pro-Gbagbo, ils n'ont jamais désarmé et ils ont en ce moment en tout cas tout un temps, de par sous le contrôle du chef là-bas, qui c'est son métier, qu'ils ont quand même tout un temps pour peut-être ramener à entrevoir la libération, ne serait-ce que sous caution ou conditionnelle, en tout cas des mesures d'allégeance, d'atténuer un tout petit peu les souffrances de Gbagbo, de là où il se trouve, même s'il n'est pas quand même il n'est pas derrière les grilles. Non, oui, c'est dit que voilà, il est privé de sa liberté, mais encore une fois, ce n'est pas pour le blanchir ou pour le justifier, mais je pense que on avait tout le temps pour instruire un vrai dossier, le soumettre, s'il le fallait, à la Cour pénale internationale. La précipitation et tout le discours autour qui a consisté à dire qu'il y a eu des charniers, qu'il y a eu des détournements, qu'il y a eu, encore une fois, un dossier monté. Et en tout cas, c'est la preuve que nous avons, dossier monté. Et à ce niveau, à ce stade, la Cour pénale a été complice parce que, n'ayant pas suffisamment de preuves, elle a accepté de l'amener jusqu'à ce niveau-là. Donc je pense que c'est pas sérieux. Mais est-ce que quelque part, comme tu le dis dans ton raisonnement, de toute cette période de 3 mois encore qui reviennent jusqu'à novembre, l'enquête ne va pas faire rebondir ou bien faire tomber des têtes dans le camp Ouattara? Mais non, on l'a toujours dit. Autant, c'est politique, hein? C'est-à-dire si on prend Gbagbo sur les accusations qui sont portées contre lui, il y a beaucoup de gens dans le camp Ouattara qui sont aussi concernés et dont on ne parle pas. Donc la justice doit être une justice pour tout le monde. Et je pense que le vrai débat est à ce niveau. Certainement, le dossier doit être aujourd'hui une patate chaude entre les mains de Bensouda et de Ado. C'est-à-dire que Ado, la Côte d'Ivoire a certainement voulu se débarrasser en rejetant sur la Cour pénale, mais ça leur revient parce que la question doit être réglée globalement. Et si il y a à punir, c'est tout ce qui se serait rendu complice ou coupable d'exaction, et il existe dans les deux camps. Voilà, donc on ne peut pas punir un camp et oublier pour l'autre. Mais rapidement, en quelques secondes, est-ce que Fatou Bensouda devrait faire appel de cette décision-là? Est-ce qu'aura-t-elle la chance d'être entendue par les juges de la Cour, de la Chambre préliminaire? Omar Sangaré? Bon, avoir de la chance, moi je pense effectivement que ce ne serait pas possible, parce que je m'inscris encore une fois dans la droite ligne de la pensée du prédécesseur intervenant pour dire effectivement
que tout ce qui a été reproché à la Cour pénale internationale à Addis Abeba sont aujourd'hui en train de porter beaucoup de fruits. Moi, je me dis, c'est une sorte de révision du contexte du procès tel que ça avait été organisé. Et si le chef d'accusation reproché à Gbagbo devrait constituer matière à débat, je dirais que tous les belligérants doivent comparaître. Et jusque-là, il y a encore des gens qui sont protégés dans la haute sphère de l'autorité ivoirienne, qui continuent encore d'en bénéficier d'une certaine protection dans la Ouattara, mais qui auraient dû comparaître du côté de Gbagbo. Parce que tout ce qu'il a commis, je crois, c'était en réponse aussi souvent à un certain nombre de comportements venant d'autres acteurs n'étant pas de son camp. L'idéal serait de rapatrier le dossier en Côte d'Ivoire, de le juger, parce que... Mais dans ces cas, où serait détenu? Non, le risque, oui, non, le premier risque... Resterait-il toujours à La Haye ou bien non, c'est-à-dire on peut le ramener en Côte d'Ivoire et le juger. Je pense que le pays est assez stable maintenant pour permettre aux forces armées, qui ont eu beaucoup de formation en temps, de pouvoir garantir sa sécurité, comme ils le font pour tous qui sont là-bas. Mais je pense que rapatrier le dossier va permettre à tout le monde de sauver la face. Parce que si on revoit la définition de génocide, c'est pas comme ça. Si on revoit les accusations contre lui et qu'on voit dans les textes du tribunal pénal, de la Cour pénale internationale, qu'est-ce que ça qualifie? Ça va être difficile. À base raciale, ça va être très difficile. Parce qu'il y avait beaucoup de gens dans son rang qui portaient des noms Djoula, à commencer par le président de l'Assemblée, Koulibaly. D'accord. On est en train d'entrer dans certains détails sur le dossier Gbagbo. J'ai peur quelque part, cette patate chaude que constitue l'affaire Gbagbo n'est pas du tout blanc. Sûr. Et encore, au niveau du clan Ouattara, il y a des têtes qui seraient éclaboussées. Mais pourquoi ne pas aller encore pousser plus loin si les enquêtes s'avéraient approfondies, voire encore ailleurs? Pas obligatoirement des Ivoiriens. Pas obligatoirement des Ivoiriens. Bien Et sûr. la question resterait posée que si l'on poussait, bien sûr, je suis certain, quelque part on irait au-delà des mers, au-delà de l'Afrique. Voilà, merci monsieur d'avoir répondu à nos questions, d'avoir participé à ce débat. J'espère qu'on se reverra la semaine prochaine. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce numéro du débat de dimanche. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision et à bientôt.